faites pas taper ou quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans Caméflex, votre émission cinéma hebdomadaire qui sort tous les jeudis matin. Ça fait beaucoup d'infos, mais en fait, c'est assez clair. Hein. On dit que ça sort à 7h, mais en fait, ça sort toujours un peu avant pour les gens qui commencent le taf assez tôt. Ouais. Voilà, donc sachez qu'on ment un peu, mais pour que vous ayez une surprise un peu agréable de « Oh, il n'est pas encore 7h30 », l'épisode est déjà sorti. Ah ouais, et comme ça, s'il y a une merde, ce sera vraiment à 7h du Exactement. mat. Toi, Tom, comment ça va là? Bah ça va et toi? Bah ça va, je viens de sortir une vidéo, c'est cool, la vie est belle. Oui, j'ai vu les petits films qui font peur. Ouais, Snuff Movies avec des C'est gens qui bien, se font ça. manger, par exemple. Super. C'est super fun. T'avais déjà traité de Snuff Movie? J'avais pas traité de Snuff Movie, j'avais parlé de films avec Je suis des un morts bon à ami. l'écran. Ouais, toi, tu connais très bien mon taf, ça fait hyper plaisir. Non, je rigole. J'avais envie, avant qu'on démarre l'émission, Tom, de faire une petite expérience d'un truc qui me turlupine un peu. Oui, ton expérience sociale secrète. Et en fait, je crois qu'on a vraiment besoin des auditeurs de Caméflex pour vérifier un truc. Alors, c'est super simple. Donc, si vous nous écoutez, là, j'ai besoin de votre aide. Il faudrait que vous... C'est pour de vrai, hein, vraiment faites-le. Il faudrait que vous alliez sur la page de Caméflex, le podcast. Donc, normalement, vous swipez vers la gauche et vous revenez vers la page principale du podcast. Et là, il faut que vous vérifiez un truc pour nous. Donc là, si vous y êtes pas, s'il vous plaît, faites-le. Ça prend 3 secondes, juste aller voir sur votre téléphone. Et là, il faut vérifier si le petit bouton suivre est cliqué. Et pour l'effort, ceux qui ont vraiment swipé vers la droite, cliquez sur le bouton suivre. On n'est pas assez suivi sur Spotify. C'est vrai? Ouais, j'ai eu les stats et effectivement, on n'a pas assez de merde. follow. Et en fait, ce que ça vous permet en tant qu'auditeur, c'est d'être informé quand il y a un nouvel épisode. Alors, ce sera pas des notifications intempestives, mais au moins, si vous avez loupé un épisode, vous voyez déjà les films desquels on parle, puisqu'il y a ça dans le nom. C'est une notification par semaine le jeudi voilà. matin. Et comme ça peut vous servir de réveil. Attention. Et comme ça, non, je crois que c'est pas intempestif comme ça, justement. Mais et pareil, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner, comme ça vous loupez pas les nouvelles diffusions des podcasts, puisque on le rappelle pas hyper souvent, mais c'est vrai que si vous voulez voir nos petites tronches, l'émission est aussi dispo en version vidéo sur YouTube. Ouais. Et d'ailleurs, on remercie les gens qui nous envoient des messages d'amour et de gentillesse. Il y en a qui sont très drôles. Il y en a un qui est passé la semaine dernière qui était vraiment marrant. J'ai répondu. C'est auquel j'ai répondu. C'était marrant. Ouais. Et j'y pensais aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de call d'un auditeur pour lui demander. C'est vrai, ce sera pas cette semaine. Ce sera pas cette semaine. Mais la semaine pro, on fait ça. La semaine pro, on peut le faire. Donc, on va vous redonner les instructions si vous voulez le faire. Nous, ce qu'on cherche, c'est des anecdotes en lien avec le cinéma. Ouais, mais ça peut être un visionnage rigolo, un moment sur un tournage, si vous avez assisté à un tournage, ce que vous voulez, une anecdote en lien avec le cinéma. Vous nous envoyez une demande pour nous envoyer un message. Et juste avec un petit message, genre j'ai une anecdote, un truc hyper simple, on comprendra direct. Rien de plus simple. Nous, on accepte votre demande. Et vous nous faites un vocal où vous nous racontez votre histoire. Et puis, peut-être que ce sera vous qui sera sélectionné. Et on écoutera et on rebondira sur votre anecdote. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir un petit peu communiquer avec vous. Je sais pas si on le fera la semaine prochaine parce qu'on a beaucoup de films la semaine pro, mais je ne sais plus. Franchement, on verra. Et moi, je suis trop chaud. J'adore écouter vos anecdotes. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur Caméflex Live sur Insta. Tom, on a fait le tour de ce qu'il fallait faire. Beaucoup de call to action, ouais. Ouais, mais il est l'heure. Il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet, dans les films. Et on attaque avec un très très gros film puisque il s'agit du nouveau Park Chan-wook, No Other Choice. Mec, ma copine est devenue fan de Park Chan-wook. Ça fait 2 mois qu'on s'en... Même pas, ça fait 1 mois, genre, on s'en est enchaîné 4 d'affilée dans la même semaine. Ouais. En gros, j'ai rattrapé tout mon retard, à peu près. J'ai pas vu ces 2 premiers films. Je trouve ça génial. Et c'est très très cool. Et juste, j'ai pas vu Decision to Live. D'accord. Et je n'ai pas vu effectivement ses premiers films qui sont un peu plus obscurs. Et j'ai cru comprendre que son tout premier film était un immense nanar qui était vraiment très 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 mauvais. D'accord. Ce qui est fou quand tu vois la filmographie du bonhomme par la suite. Ouais, complètement. Bah moi le truc c'est que le rapport au film coréen c'était adolescence. Donc tous les Park Chan-wook non, il m'en manque un de Park Chan-wook et un très très gros. C'est lequel? C'est Mademoiselle qui me tu l'as pas vu Mademoiselle? Bah, nous on a commencé par ça et on est rentré dedans direct. C'est vraiment incroyable de fou furieux, Mademoiselle. Oui, je sais, mais je sais plus. Mon père voulait qu'on le mate ensemble et puis
paraît-il qu'il y a quand même beaucoup de scènes de cul. En fait, je sais c'est pas même pas qu'il y a beaucoup de scènes de cul, c'est que c'est un film qui parle de sexe, d'érotisme, qui parle de sexe. de violence à travers le sexe. Enfin, non, il parle pas de violence dans le sexe, mais il va parler de la violence et des rapports de Ouais. force, etc. avec du sexe. Je savais pas si j'avais véritablement envie de ce moment-là, père-fils. Non, Peut-être la pêche, c'est bien, tu vois. T'en avais vraiment pas envie. Après, c'est quand même à relativiser, c'est pas un boulard non plus, donc... Non, bien sûr. Mais enfin bref, en dehors des vannes, c'est le seul que j'ai pas vu. Et puis après, tout le ciné coréen, même quand toi et moi on s'est rencontrés, je t'en avais beaucoup parlé. Je t'avais conseillé J'ai rencontré le diable, qui est pas Ouais. du tout de Park Chan-wook, mais qui est un putain de bon film. Mais dans lequel il y a, j'ai oublié son nom, Et bah il y a Lee Byung-ho. très fort en nom coréen, toi. Ah non, c'est même pas, c'est pas ça. C'est Lee Byung-hoon Ok. qui est dans le film dont on va traiter Ouais. dans Et dans Squid quelques Game. secondes. Et dans Squid Game, oui. Et il est dans un autre très bon film qui s'appelle Better Sweet Life, qui est un autre film coréen qui est Connais pas. absolument génial. Ok. Et donc, ouais, ton rapport avec Park Chan-wook, t'aimes beaucoup, quoi. Et Moi, j'aime beaucoup, et Old Boy, je considère que c'est un putain de chef-d'œuvre et que ça fait partie des très grands films du cinéma quand même. tu m'avais dit que son film américain Stalker était pas bien, et j'ai pas voulu y croire. Je me suis dit non, je me laisserai pas influencer comme ça. Effectivement, je pense que les problèmes de Stalker réside dans son scénario, qui fonctionne pas vraiment avec le style de Park Chan-wook, qui me paraît beaucoup trop simpliste, qui parfois prend des raccourcis qui, je sais pas si c'est parce que c'est occidentalisé, mais en tout cas, les raccourcis me sautent beaucoup plus aux yeux que dans certains autres films de... C'est pas le de Park syndrome Chan-wook. Mission Impossible 2 non plus, mais... Mais non, c'est pas ça, effectivement. Mais en tout cas, je reconnais vraiment des fulgurances dans la mise en scène. J'aime vraiment voir le film, vraiment l'acte juste de le regarder, tu vois, et d'observer ce qui va se passer avec la caméra. Par contre, le film m'emporte pas du tout, et pourtant, il est pas aussi long que les autres films, si ma mémoire est bonne, mais ressenti beaucoup plus long. Et moi, Après, pardon, mais c'est pas Ouais. du tout un mauvais film, c'est juste que, ouais, moi, c'est pas pas du tout mon préféré Ouais. dans ce qu'il a fait, et ça m'a plus laissé sur le côté qu'autre chose. Après, ouais, il a fait du Old Boy, il a fait la trilogie de la vengeance, ça va peut-être parler aux gens, donc avec Lady Vengeance ouais. et Qui est une expérience hyper intéressante à voir, Lady Vengeance. Lady Vengeance, ouais. C'est vraiment un exercice de style sur les limites de ce qui est possible à faire en narration au cinéma, tu Ouais. vois. C'est vraiment complètement éclaté, et même c'est presque dur en fait enfin c'est très dur de rentrer dans le film Et parce que tu comprends rien de ce qui se passe. Ouais, et donc la trilogie de la vengeance, c'est Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance et Old Boy. Je crois pas que ce soit ça, Lord. Non, c'est peut-être pas Sympathy, Lord. c'est le dernier. Sympathy, c'est le premier. Lady Vengeance, c'est le dernier. Et All Boy, c'est celui du milieu. Et Sympathy for Mr. Vengeance, c'est le premier film coréen que j'ai vu. Et ça m'avait laissé sur le côté. J'étais là en mode, oula, qu'est-ce que je suis en train de mater? Et puis tu sais, c'est très miséreux, genre ça va toujours plus loin dans la misère humaine et Ouais. dans la tristesse. Et c'est lourd, c'est très très lourd comme film. C'est Lady- extrêmement lourd, ouais. Lady Vengeance, c'est un peu moins, il me semble. Après, Alors, vraiment, je ne. Bon, non, je vais pas spoiler. J'allais spoiler. non, non. J'allais te dire, quand même, à la fin, il se passe ça, quoi. Ouais, non, mais ouais. Sympathy for Mr. Vengeance, que t'as vu du coup. Ouais. Putain, c'est dur quoi. Ouais, c'est vraiment hardcore. Mais moi, vraiment, c'est un cinéma que j'adore, et je l'aime beaucoup parce que sa narration m'emporte et qu'il a une narration vraiment particulière. Enfin, Bah, je suis d'accord avec toi, moi c'est Park Chan-wook, je l'aime énormément et ça fait partie de ces mecs qui, quand on dit il fait du cinéma, il raconte avec l'image. Et dans tous ces films, il y a au moins cette grande qualité-là, que le film nous séduise plus ou moins, il raconte par l'image à chaque fois et il y a toujours quelque chose à en tirer. Ce film-là ne déroge pas à la règle. et d'ailleurs, tu sens que je parlais d'exercice de style avec Lady Vengeance, mais tu sens qu'il va constamment tester de nouvelles choses. Là, dans le No Other Choice, dont on va parler dans une seconde, je vous promets qu'on y arrive. Il va beaucoup expérimenter avec un truc tout bête, les écrans, tu vois. Et il va aussi rajouter énormément de couleurs. Il va beaucoup jouer avec la couleur. Bref, et dans tous ces films, tu peux mouvement, voir, hein. Ouais, énormément de mouvements, mais tu peux voir des nouvelles approches de, qu'est-ce que je peux tester de nouveau, comment je peux affiner mon style, Ouais. qu'est-ce que je peux essayer que j'ai jamais fait encore dans mon cinéma. Et oui, c'est un cinéma qui est particulier dans sa narration, même s'il est pas seul à l'écriture sur la grande majorité de ses films. En fait, je crois qu'il écrit vraiment pas ses films tout seul. Et pourtant, il y a quand même, comme Scorsese, tu vois, il y a le fait qu'il soit pas scénariste n'empêche pas le fait que ce soit un vrai auteur, parce qu'il va s'approprier déjà la narration et la manière dont ces films sont, dont le temps est ressenti dans ces films, dont les enjeux, dont la structure est ressentie dans ces films. Et évidemment, dans sa mise en scène, on va retrouver des thématiques hyper similaires à droite à gauche. C'est hyper ludique, c'est vraiment du cinéma pour des cinéphiles, quoi. Il y a un truc de... C'est hyper plaisant.
c'est toujours un énorme kiff à regarder. No Other Choice, donc, qui vient de sortir chez nous hier, alors que ça fait 6 mois qu'il est sorti à peu près partout dans le monde. Je sais pas pourquoi ça a mis autant de temps, mais voilà, le film est là, autant en profiter. Ça nous raconte quoi? Déjà, il faut peut-être mentionner que c'est l'adaptation d'un livre, Le Couperet, qui a déjà été adapté au cinéma par Costa Gavras. Quand on voit le Park Chan-wook, on comprend pourquoi Costa Gavras a été intéressé par ce film-là. Ouais. C'est un peu de gauche quand même. Et en fait, Mais on aime ça. et on aime ça. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas eu le temps de voir le Costa Gavras. Je suis deg parce que voir 2 adaptations par 2 metteurs ou metteuses en scène avec une patte aussi forte et avec un background de cinéma aussi énorme, c'est toujours une expérience incroyable. Moi, je vous recommande vraiment de faire cette expérience-là. Je l'avais fait pour une de mes vidéos et c'est super intéressant. C'est 2 très mauvais films, mais je crois que c'est un cas unique dans l'histoire du cinéma, c'est de regarder, et vous vous attendez pas à la suite de ma phrase, L'Exorciste, le commencement, et comment ça s'appelle, Dominion, prequel to the Exorcist. Je pense que c'est le visionnage le plus fou du monde parce que pour la petite histoire, Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver et réalisateur de plein d'autres trucs, a été embauché pour faire un préquel à l'Exorciste. Le studio a trouvé ça nul à chier. Effectivement, le film est pas fou, mais il y a quand même des choses intéressantes. Ils ont décidé de, au lieu de le remonter, de faire des reshoots ou de, je sais pas, faire un marketing un peu particulier pour essayer malgré tout de vendre le film, non, ils ont décidé de mettre le film à la poubelle et de retourner l'intégralité du film avec un autre réal, Rémi Harlin, qui est un peu un gros tâcheron. Et même si, je sais, parmi les auditeurs, il y a des gens qui aiment bien certains films de Rémi Harlin, je sais, mais c'est juste des madeleines de prout. Vraiment, c'est nul à chier, Rémi Harlin. Et donc, Rémi Harlin a refait le film. C'est une expérience absolument incroyable de regarder les 2 films back-to-back parce que t'as 2 visions de 2 auteurs, bon, auteurs avec des gros guillemets pour Rémi Harlin, qui livrent donc la 2 interprétations complètement différentes de la même histoire, même si l'histoire a des petites variations. C'est un truc de fou, ça a jamais été vraiment vu dans l'histoire du cinéma. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de voir. J'ai fait très très long, j'ai fait un énorme tunnel. Nicolas, il faut absolument qu'on parle du film. Mais j'avais très envie de voir le film de Gavras et je l'ai pas vu. Mais même, on avait envie de parler un peu de Park Chan-wook et tout ça avant de pouvoir réellement parler du film. Attention, trigger warning. C'est pas... Alors, évidemment, on va pas spoiler. Oui, on ne spoil pas. Mais le film est très frais dans notre tête. Et c'est un Park Chan-wook. Il nous faut un peu de temps pour que ça décante. Donc, notre avis n'est pas particulièrement ancré dans le marbre et je pense qu'on n'a pas encore réussi à tirer toutes les ficelles de tous les sous-textes ou de certaines choses. Bref. Malgré tout, il faut quand même le mentionner, c'est un film qui reste incroyablement simple par rapport à d'autres films de sa filmographie, que ce soit dans sa narration, tout est compréhensible. Et de quoi ça parle ? Oui, alors, ça parle de un homme qui se fait virer de son usine de papier, métier qu'il affectionne particulièrement, notamment parce que ça fait vivre sa famille. Ça fait 25 ans qu'il bossait là-dedans. Et il va trouver par tous les moyens, parce qu'il n'a pas d'autre choix, comme le dit... oui, le titre français, c'est aucun autre choix. Le easter egg est dingue. De retrouver un travail, sans trop spoiler. De toute façon, il va bien falloir qu'on raconte des trucs. On peut quand même mentionner le fait que, évidemment, on va aller vers de la violence. Sans en dire trop, va y avoir des solutions extrêmes pour retrouver un nouveau travail. C'est ça ? Si on peut pas dire l'acte en lui-même, ça va être compliqué de parler du film. Mais on va essayer. On va essayer. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, déjà ? Moi, je trouve ça absolument génial. Déjà, 2 petits éléments qui m'ont sauté aux yeux pendant le visionnage. Qu'est-ce que c'est magnifique, putain, visuellement. En fait, c'est la première fois qu'il bosse avec un nouveau réal photo, Kim Woo-young, qui est un réal photo coréen. Et en fait, ça se voit. Le film a pas du tout la même gueule que ses précédents films. Il y a des choses qui sautent aux yeux. Malgré tout, on va retrouver son utilisation de l'architecture, un truc qu'on retrouvait énormément dans Mademoiselle. Pareil, la manière dont il filme les arbres, le détail dans les feuilles, le détail dans les arbres, c'est des trucs un peu abstraits, mais quand tu regardes le film, ça saute aux yeux. Et je trouve ça tellement plaisant pour la rétine, c'est magnifique, c'est hyper riche de couleurs et évidemment ça ce n'est pas que dû à la cinématographie, à la photographie du film, c'est aussi dû à la production design en règle générale, donc les costumiers, les costumières, tout ce qui est accessoiriste et les décors qui sont vraiment toujours magnifiques. On a quand même une scène de 5 secondes qui se passe dans un bar, ils sont allés nous trouver le plus beau bar de Corée. Ouais, grave. Et tout le film est comme ça, hein, même les bureaux, tu vois, à un moment on est dans un bureau avec un espèce de
contre-jour, enfin avec un gros rayon de soleil qui tape sur des Qui vitres. joue vachement avec ça. C'est magnifique. Tout Et est Park magnifique. Chan-wook aime jouer avec ces, Ouais. ces petits exercices-là en disant comment raconter par l'image quelque chose que je vais réutiliser plus tard. Et là, en l'occurrence, je ne pourrais pas en dire plus parce Ouais. qu'après, je vais spoiler. Mais moi, j'avais noté, effectivement, visuellement impeccable. Il n'y a rien à dire, quoi. Visuellement, c'est brillant. Et j'avais mis brillamment mis en scène parce que tu parles, effectivement, du décor, tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'esthétique. La mise en scène, la composition, Ça, c'est fou. putain, c'est génial, quoi. Il y a des plans, c'est bluffant. Comment tu te dis, t'as réussi à mettre 5 plans en un seul et tu continues quand même à jouer sur du zoom. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux avec le zoom et Mhm. avec la distorsion de l'espace. Il y a plein de fois dans le film, il y a l'effet vertigo qui doit apparaître 2 ou 3 fois aussi. Et ça joue énormément avec ces codes-là. Pareil sur le système de balancier qu'il utilise avec la caméra pour placer des personnages et tu comprends directement où ils sont juste avec des mouvements de caméra, ce qui est quand même trop cool. Il y a énormément de jeux, comme tu disais, avec le décor. Je pense notamment à la serre, Ouais. qui va être pas surutilisée, mais utilisée, mais de plein de manières différentes. Ouais, pour montrer, on va voir énormément d'angles. Et il nous perd jamais d'ailleurs avec ces angles-là. Non. Ça me fait penser beaucoup à Parasite, justement. Parce qu'il Parce place que- ses personnages judicieusement et il les met avant pour que tu puisses comprendre pourquoi il fait ces plans-là. Ouais. C'est-à-dire que, ok, on a ce plan-là qui dit ça, c'est le seul moyen de voir par cet endroit-là pourquoi Ouais. ça se passe, mais pour pouvoir te faire ce plan qui ne peut pas être que gratuit, je dois te positionner un acteur qui va pouvoir observer la scène pour que tu comprennes. Et pour que ça existe, ce truc-là, je dois instaurer une side story qui permettra, une side story qui dure quoi, 3 minutes à tout péter, Ouais. mais qui permet d'avoir ce plan-là et la révélation de quelque chose. C'est quand même fou. C'est quand même vraiment très organique, extrêmement bien fait. Juste même, enfin tu vois, je voulais quand même continuer sur le côté accessoire, décor et tout. Genre, rien qu'un pot de fleurs avec des piments va être absolument magnifique visuellement. Il y a un moment, on va voir un cadavre dans une certaine position, dans un certain truc. Même ça, c'est super intéressant visuellement. C'est des choses qui sont neuves, qui frappent la rétine et qui marchent vraiment très 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 bien à l'écran. Et oui, la maison me fait beaucoup penser à ce que Bong Joon-ho avait fait sur Parasite parce que il travaille et plein d'autres films. Hein, Oui, c'est parce pas, que ce que je te disais, je t'as fais le quand même parallèle, hein. Snowpiercer, t'as... Oui. Le fait de travailler cette maison, de l'iconiser, une très belle maison comme ça, et d'essayer de filmer un peu tous les recoins qui sont possibles dans il ton le décor. fait pas de la même façon non Il plus. le fait pas du tout de la même façon, mais il y a des choses assez évidentes dans la mise en scène. Il y a des trucs. Il fait un truc qui est quand même un peu simpliste, malgré tout. Tu vois, je viens d'y penser. Hein. Le film est vraiment très frais dans nos têtes, donc on n'a pas trop eu le temps de réfléchir sur le film. Mais là, je me dis que le parallèle entre le plan d'introduction et le plan de fin, ok, ça fonctionne, c'est super. Malgré tout, c'est un peu facile de faire cette boucle-là. C'est pour la faire courte, au début il fait beau, à la fin il fait moche. On va avoir les mêmes plans, on va filmer la maison de manière différente. Au début elle est magnifique, à la fin elle est moche. C'est légèrement facile. Enfin, c'est pas le plan totalement final. C'est légèrement facile. En même temps, ça marche et tout ce qu'il y a dans le film marche. Je pense pas que ce soit un film très compliqué, justement. On n'a pas vraiment beaucoup eu le temps de réfléchir sur le film, mais ce qu'il raconte, c'est le marxisme 101, comment les... Bah, il y a d'autres trucs quand même, parce que j'ai énormément de choses à dire. qui se bousculent dans ma tête. Vas-y. On est quand même globalement sur une quête de dignité. Parce que dans le système sud-coréen, tu es défini par ton travail. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai mon coloc qui est revenu hier d'un voyage, d'un stage en Corée de 6 mois. Et il disait, putain, c'est que ça, quoi. C'est travail, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Et ta vie, c'est ton travail. Quand tu vas à un mariage, tous tes collègues sont invités. Et ça englobe toute ta vie. Donc le sujet du livre s'adapte très bien à la S'adapte société très coréenne. bien à la société coréenne, effectivement. Et donc, tu as tout le parcours de ce personnage qui est en quête de dignité et qui va, à niveau que le récit avance, qui va essayer, qui va plus ou moins réussir de se réaffirmer. Là, j'en dirai pas plus non plus. Mais effectivement, c'est assez simple. Après, Park Chan-wook, il aime un peu diguer et essayer de te prendre aux tripes et d'être un peu jusqu'au boutiste. Je trouve que c'est pas son plus jusqu'au boutiste. Pour le coup, Non, ouais, clairement. il est plus sage que d'autres choses qu'on aurait pu voir précédemment. Il y a un truc qui m'a un peu frappé aux yeux. Je sais pas si c'est T'as fait, sauté aux yeux ou qui t'a frappé tout qui court m'a frappé aux yeux. à peu près Ça fait hyper au mal, niveau de hein. la rétine. Ça fait vraiment Au très niveau mal. de la rétine. Non, je trouve que le film est
extrêmement référencés et je sais pas si c'est fait exprès. Par exemple, je t'ai montré J'ai rencontré le diable Ouais. avec Lee Byung-hun, Ouais. qui est l'acteur principal. Ouais. Dans le film, J'ai rencontré le diable, à un moment, il est dans une serre, Mhm. ok, avec un corps Mhm. et un trou. Ah ouais. Ouais. C'est pas fait exprès. Enfin, c'est fait exprès ou c'est pas fait exprès? Je sais pas, je peux pas le prouver. On avait regardé, je t'avais montré pour le coup Hard Day, qui n'a rien à voir, qui n'est ni de Park Chan-wook et où il n'y a pas Lee Byung-hun. Il y a une scène avec un pistolet qui est sous un meuble Ah oui, c'est vrai. et Ouais. le pistolet va être actionné La scène est incroyable dans le Park Dans- Chan-wook. Elle est, enfin dans le Hard Day. Ouais, c'est super aussi, mais dans le Park Chan-wook, c'est hyper drôle comme Ok, scène. c'est la même scène que dans Hard Day. Ouais, ouais. Et il y a plein de petites scénettes comme ça où Park je me dis- Chan-wook est un copieur. Non, pas du tout, mais c'est assez rigolo, tu vois, à force de regarder des films coréens, de te dire putain, mais en fait, j'ai déjà vu cette scène-là et c'est un peu référencé. Et je sais pas si c'est fait exprès. Moi, ou non. il y a genre prouvez-moi le contraire, vraiment. Je suis Charlie Kirk en fait. C'est prove me wrong. Prouvez-moi le contraire. Il n'y a pas un seul film coréen qui montre des policiers qui ne les montrent pas comme des gros demeurés. Voilà. Je n'ai jamais vu un film coréen qui ne montre pas la police comme des gros Bah, débiles. il montre- À chaque fois. Il montre énormément la violence, policière. Mais Par à contre, chaque, dans à chaque- celui-là, non. Bah si, c'est des gros débiles. Ah, mais il n'y a pas la violence policière. Non, il y a pas la... Mais non, mais c'est toujours des gros débiles. Mais de plein de manières différentes. Soit ils sont incompétents, soit il y a des problèmes au sein de la police, soit c'est des ripoux, soit c'est toujours... Il y a jamais un flic qui est montré comme une figure positive dans un film coréen. Non, en vrai, j'ai pas vu assez de films coréens pour tirer des conclusions comme ça, mais prouvez-moi le contraire. À chaque fois que j'en vois un, ils sont toujours montrés de manière extrêmement négative. C'est vrai. Moi, ma théorie, c'est qu'il y a dans le cinéma coréen un mélange des genres. On en a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais ça va beaucoup. Ça peut être un thriller, mais ça peut être aussi très axé comédie, ça peut être plein de choses. Et la figure policière, quand tu la démontes, tu peux en faire quelque chose de très comique. Ouais. Justement parce que c'est une figure d'autorité et tout ça. Et tu peux la quoi? Qu'est-ce La que tordre. Non, je sais Tu- pas. Mais Non, mais oui, c'est ça. c'est- Tu peux la tordre pour transformer des scènes, mais à la fois tragiques et à la fois comiques. Donc, ouais, la figure policière, ils vont souvent s'amuser avec ça. Et ça leur permet aussi de dénoncer des systèmes. Et surtout que, ouais, je pense que la police en Corée est pas la plus aimée du monde. Je crois qu'ils ont eu, enfin, tu sais, c'était la Corée du Sud, c'était quand même une dictature, grosso merdo, jusqu'à très récemment, hein, jusqu'à dans les années 90. Et je crois que leurs premières élections, alors ceux qui sont experts de la Corée, vraiment, dites-nous dans les commentaires. Mais je crois qu'ils ont eu leurs premières élections démocratiques à peu près, parce que je crois que les premières étaient un peu truquées dans les années 90. C'est fou. Et donc, effectivement, la police est la main armée aussi de l'État. Et donc, j'imagine que peut-être certains Coréens, certains artistes coréens ont un rapport compliqué avec la police. Je n'en sais rien. En même temps, beaucoup d'artistes ont des problèmes avec la police. Ça arrive, ça arrive. Les bons artistes ont des problèmes avec la police. Il y a quand même un truc aussi qu'on n'a peut-être pas souligné. Il y a énormément de séquences fortes et d'enchaînements de séquences qui sont très très fortes. C'est quand même un tour de force assez fabuleux. Mhm. Ce truc-là où tu passes d'une scène où tu te dis putain, elle était vachement bien, ça m'a pris au trip, ça m'a emmené pour la suite. Et tu rebondis sur une autre scène où tu te dis waouh. Et c'est comme si tu avais une suite de mini courts-métrages par moment où tu te dis putain, mais toutes les scènes sont vachement bien. Malgré tout ça, Ah oui, tout a un problème avec le rythme du film. c'est mon point négatif. Je trouve que ça traîne en longueur. Problème qu'il y avait un peu Decision to Live déjà il y a de ça 3-4 ans. Moi, je pense que c'est ce que tu décris là. Je vais y revenir. Je te laisse finir, mais je crois que c'est un truc qui est symptomatique de la filmographie de Park Chan-wook. Et moi, je trouve pas ça du Pas tout entièrement négatif. d'accord, mais je trouve que ça traîne en longueur. Pourquoi? Ma théorie, c'est que ça ne prend pas assez au trip. C'est qu'à un moment, il aurait fallu aller plus loin. Il aurait fallu creuser plus sur la psychologie de certains personnages. Il aurait fallu être plus sombre, plus dur, plus... Voilà, je peux pas dire plus que ça, mais je trouve que ça me prend pas assez au trip pour me faire un visionnage de cette durée-là et m'emporter jusqu'au bout dans le récit. Mhm. Moi, je trouve que ça me rappelle beaucoup les expériences que j'ai eues devant les autres films de Park Chan-wook, où en fait c'est long, ça dure 2h20, Mademoiselle était déjà un film qui durait presque 3 heures. Tous ces films, moi j'ai regardé la version longue de Thirst aussi, je crois qu'on avoisine les 2h30 si ma mémoire est bonne. Donc je retrouve dans beaucoup de ces films des scénarios et des histoires qui sont dilatés, vraiment qui sont étendus. Mais en fait,
je crois qu'il faut juste rentrer dans ces films-là en se disant c'est ok, genre je vais juste passer un très long moment avec l'histoire qui m'est racontée. Et à partir de ce moment-là, même si j'entends le fait que bon, au bout d'un moment c'est un peu longuet et que le récit effectivement est construit de manière un peu spéciale, c'est-à-dire que la première personne qui va être ciblée dans le film, c'est assez flou Ouais, ça, j'ai le droit. c'est flou, ça, c'est flou. La première personne qui va être ciblée dans le film va prendre une énorme partie du récit et on va en avoir d'autres par la suite Oui, bien sûr. qui vont, elles, être beaucoup plus rushées. Ces segments-là de scénario, ces parties du récit vont être beaucoup plus rushées et elles vont prendre Ouais. 3-4 scènes ou 2-3 scènes. Pourquoi ? Parce que sur la première personne ciblée, il y a un gros effet miroir qui va se faire entre le personnage principal Voilà. et la personne ciblée, et un effet miroir qui serait même une vision possiblement futuriste de ce qui pourrait se produire Voilà. chez ce personnage-là Et ça, on a... si se laissait aller à certaines choses. Et ça, généralement, on a l'habitude de le voir étendu. C'est une thèse qu'on peut poser sur l'intégralité d'un scénario. Tu vois, c'est Complètement. genre un effet miroir qu'on pose du début à la fin. Là, le problème, c'est que cet effet miroir va plus ou moins s'arrêter pour qu'on enchaîne sur d'autres thématiques. On va continuer à faire avancer le récit avec d'autres péripéties, mais qui sont plus connectées à cet effet de miroir, comme tu le dis. Donc, ça fait un effet un peu étrange, peut-être pas hyper. On n'a pas trop l'habitude de voir des films comme ça. Mais malgré tout, moi je reste embarqué dans le film, je reste dedans et je me dis mais non, oui c'est un peu long, mais genre je suis là pour ça quoi. Et en même temps, il délivre tellement en termes de mise en scène. Ah ouais, non, c'est fou. Et on le redit une dernière fois, mais Oui. vraiment, allez le voir au moins pour ce truc-là, c'est un peu une leçon de cinéma. Et c'est vraiment ce que je disais sur Stalker, c'est que dans Stalker, le film m'intéresse pas énormément. Par contre, tout ce qu'il fait avec sa cam, tout ce qu'il fait avec son découpage technique, bah vas-y, c'est juste, j'en reprends 2 fois, tu vois. Et là, pareil, je disais qu'il y avait un travail sur la manière dont il filmait les écrans. J'ai jamais vu les écrans filmés comme ça dans un film. Pourtant, c'est tout con, c'est une idée bête et qui fonctionne, mais juste à merveille. Ce truc de FaceTime, on va avoir 3 plans dans un même plan en fonction de comment il le filme et qu'est-ce qui cadre. C'est juste brillant et c'est super joli. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que esthétiquement, c'est plaisant. Les écrans, normalement, quand on les filme, c'est toujours moche, c'est toujours incroyablement paresseux. Là, quand il va me filmer un iPad avec une main qui swipe des trucs et ensuite la caméra est attachée à l'iPad et du coup, ça filme autre chose en arrière-plan, Ouais. c'est vers la fin du film. Je vois très bien. C'est juste beau, c'est juste très agréable à regarder et il y a rien qui est artificiel. Et donc, t'as vraiment l'impression que Park Chan-wook est un metteur en scène qui a réussi à évoluer avec son temps. On en a parlé de beaucoup de metteurs en scène qui ont été extrêmement pertinents à une époque et qui aujourd'hui n'arrivent pas Beaucoup à moins. parler de soit des nouvelles technologies, soit à utiliser tout bêtement le numérique. Et là, c'est un truc qui m'a frappé au tout début de Aucun autre choix. Je me suis dit, ah ouais, donc t'implémentes Instagram, t'implémentes les SMS, le FaceTime, les tablettes, Netflix, etc., 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 de manière extrêmement naturelle et en réussissant à me raconter une histoire qui ne paraît pas forcée. C'est pas comme si tu avais écrit un film des années 90 et que tu avais essayé de le transposer comme tu pouvais à nos jours et en jouant avec le fait que ah merde, j'ai plus de réseau ou des trucs à la con comme ça de ils ont plus de moyens de communiquer parce qu'il y a plus internet, il y a plus de réseau. Donc non, c'est je trouve ça quand même être un gros tour de force. Par contre, c'est vrai que le film est extrêmement simpliste dans son propos. Hein. C'est comme je disais, c'est voilà la machine capitaliste qui va broyer l'individu. C'est hyper simple. Le film va nous l'expliquer en long, en large et en travers, nous faire donc des plans finaux qui se passent. Donc tu vois où ça se passe, les plans totalement à la fin, qui sont. J'ai compris quoi. C'est super, hein, ça marche, ça hit. Tu fais ah ouais, c'est putain le monde va mal. Mais en même temps, quand tu réfléchis 2 minutes, c'est un peu le choix et la solution de facilité. Ouais, mais je trouve que c'est un procès un peu dur que Non, mais dire oui. que c'est simpliste parce qu'en fait il va pas tant se concentrer là-dessus que sur la réception de l'individu face à ça. Ouais. Et c'est plus ça qui va creuser, c'est comment tu reçois comment on est ce coup de acteur massue. nous-mêmes du fait ouais, que le capitalisme broie. Bah, après, de toute façon, le développement de personnages évolue avec le récit. Et bah, si on a un effet miroir au début, ça va creuser après sur d'autres arbres de possibilités. Mais en tout cas, voilà, le truc de la machine capitaliste, les moyens de production qui sont plus importants que les travailleurs, à côté etc. de ça, t'as toute la scène au début où ils se tapent sur les tempes et ils doivent dire c'est pas de ma faute si je me suis fait virer. T'as tout un truc sur comment tu. Oui, mais comment on est aliéné par le fameux système. Ça, je suis entièrement d'accord, mais ça, c'est, on va dire, il y a tout le sous-texte qui en découle après de comment il va tirer les bonnes cordes pour explorer et exploiter ce que ça fait sur l'individu.
Ouais, mais c'est ça, mais ce personnage-là, il est l'agent du capitalisme, quoi, sans s'en rendre Ouais. compte. Il se fait broyer par lui et en même temps, il est aussi sa personnification. Moi, je trouve ça fantastique. Hein. En vrai, je trouve ça vraiment fantastique. Je dis juste que le sous-texte est un peu simple et enfin que le propos du Oh, mais film est ça un peu simple. marche. Mais en fait, ça marche. Ça marche. Et quand tu me le fais avec tant de brio dans ta mise en scène et des jolies couleurs, moi, je dis oui. Non, bon, on vous recommande chaudement Aucun autre choix, du coup, en français, ça s'appelle. Aucun autre choix. Voilà, c'est une petite. C'est peut-être la petite pépite de la semaine, on va le savoir. En dans vrai, un il a instant. pas de sans faute. J'ai pas vu Decision to Live. Je sais que t'es moins fan, mais Ouais, je suis moins fan de. Mais je crois que je préfère No Other Choice à Decision to Live. ouais, mais moi, j'ai trop hâte de le voir Decision to Live parce que je suis sûr que je vais surkiffer. Il y a hein. des trucs super positifs dans Decision to Live, attention. Allez voir donc Aucun autre choix. Ouais, qu'est-ce que tu retiens, toi, de Aucun autre choix? Qu'est-ce que je retiens? Que les chiens, ça bouffe. N'en achetez pas 4 si vous avez pas de quoi vous nourrir vous-même. Oui. Nico, Oui. avant de passer au second film, Tu veux de parler la d'un des semaine, trucs que je préfère au monde ever? moi que j'adore aussi, et donc je suis très content d'en parler. On va Mhm. parler du Muppet Show, du possible retour du Muppet Show de Alex Timbers. Go on. I grew up watching you. My parents grew up watching you. Their parents grew up watching you. We are so excited to be back where it all started and then ended and then is maybe starting again depending on how tonight goes. I've been burned before. It's the Muppet Show and it starts right now. Vous savez quoi? Moi, le Muppet Show, je m'en bats un peu les couilles. Donc, est-ce qu'on est vraiment obligé de parler du Muppet Show? Est-ce qu'on pourrait pas parler des films Muppet? Regardez tous les films Muppet, c'est incroyable les films Muppet. Regardez les films Muppet. Le premier, quel Ouais. masterclass. Ça va être difficile à égaler. En fait, le meilleur, c'est le premier et celui de 2011, le reboot de 2011. Je l'ai rematé pour en parler vite fait dans l'émission. Le premier, exceptionnel. Celui de 2011 m'avait un peu pas hyper convaincu en fait, et je l'ai revu hier soir et j'ai dit Ouah, Non, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment trop La bien. suite Muppet Most Wanted et la suite du reboot de 2011 est sympa. C'est pas dans le top des chefs-d'œuvre des Ouais. films Muppet, mais regardez Muppet Christmas Carol, donc l'adaptation de Un chant de Noël avec les Muppets et avec Michael Caine aussi. Regardez Great Muppet Caper. Bref, c'est que des films trop bien. Par contre, celui qui est vraiment pas ouf, c'est Muppets from Space avec l'origin story de Gonzo, où on apprend qu'il est. Je l'ai pas vu qu'il celui-là. est- C'est nul, c'est pas bien. C'est le seul des films officiels Muppets, parce qu'il y a eu beaucoup de Il me téléfilms. manque. Mais dans les films de cinéma, le seul qui n'est pas une comédie musicale, c'est celui-ci. Il est Ok. vraiment pas bien. Bah moi il me manque lui et il me manque dans le manoir hanté. Ah, c'est horrible ça. Ah non, ça c'est abominable ça. Il faut. Le Ah, je manoir sais pas. hanté. Ah, ça c'est irregardable. Ok. J'avais regardé 20 minutes, j'avais arrêté. Ok. C'est même pas un vrai long métrage, ça doit durer 50 si minutes. C'est un Non téléfilm à la Ok. con. Ouais. C'est le truc qui était sorti sur Disney Plus il y a 3 ans là. Oh, je sais plus. C'était vraiment très mauvais. Non, ne commencez surtout pas par ça. Commencez par de Muppet Movie, c'est ça Ouais, le premier. Incroyable. De celui de 78-79. Je veux un t-shirt Muppet Show, mec. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait qui sont super, juste avec le logo du Muppet Show, je veux m'en acheter un. Bref, les Muppets, c'est trop bien. C'est Et trop C'est bien. vrai qu'on connaît pas beaucoup le Muppet Show. Moi, j'avais acheté les DVD parce que c'est dispo que en DVD. Ah, Et j'ai- t'avais le. Ouais, je les ai achetés d'occasion en DVD et j'avais regardé le premier tiers de la saison 1 qui comporte pas énormément d'épisodes, si je dis pas de bêtises, mais tu vois, je m'y connais pas beaucoup. J'ai toutes les infos. Ah, yes. Ok, donc, pour restituer, le Muppet Show, c'est une série originale qui est diffusée de 1975 à 1981. Ça comporte 5 saisons et 120 épisodes. Et là, cette année, on fête les 50 ans du Muppet Show. Donc Disney Plus se dit, écoutez les gars, banco, on va faire un épisode spécial. Et donc, sort cette semaine, Muppet Show, le retour. En tout cas, c'est un épisode célébration, c'est comme ça qu'ils le vendent. Ça pourrait être un épisode pilote si cet épisode marche bien pour avoir une vraie série sur le long terme. Pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça, à part que Disney a pas sorti les chiffres de à quel Mhm. point ça a fonctionné ou pas. Par contre, cet épisode, le jour de sa sortie sur Disney+, a été diffusé sur la chaîne ABC. Et là, donc il a été diffusé à 21h, et ça a plutôt bien marché, ça a fait 3 millions de téléspectateurs, ce qui est un bon score, je trouve ça très, très honnête. Et il est classé en tête des contenus Disney+, dans 59 pays. Faut savoir que, à mon avis, la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que les dernières productions Muppets
ça a ramé du cul sévère. Hein. Ils ont sorti une espèce de parodie de The Office avec les Muppets, enfin une espèce de version Muppet The Office. C'était pas bien et ça a bidé de fou. Ils ont sorti Muppets Now sur Disney+, je crois. C'était pas bien et ça a bidé de fou. Bref, les Muppets, dès qu'ils essayent de les rebooter, ça patauge. Le premier film de 2011 avait très bien marché. La suite, ça a bidé de fou. Avec Jason Segel et Amy Adams. Et donc voilà, les Muppets pour Disney, ils ont les droits depuis 20-30 ans, je crois. Pour Disney, ça a toujours été le truc de qu'est-ce qu'on en fait de ce truc bizarre là. Ouais, et après, il y a un producteur ces derniers temps qui est quand même pas mal. Lui, il a le nez fin. Mais lui, c'est le mec qu'on appelle à chaque fois qu'on a une franchise et qu'on sait pas comment la rebooter, quoi. Il avait produit les nouveaux Tortues Ninja, Ouais. dessins animés. On l'a vu avec The Studio, Seth Rogen en ce moment. À chaque fois qu'il sort un projet, tout le monde fait bah, attends, c'est pas déconnant ton truc. Ouais. C'est plutôt bien. Et du coup, Seth Rogen produit cet épisode. On va appeler ça un épisode pilote ou un épisode célébration? Appelons ça un épisode célébration. On Et dirait peut-être vraiment dans le un gros futur, pilote, hein, quand même. Hein. Ça ressemble à un gros pilote. Je suis d'accord. Parce que même moi, quand j'ai Ouais. fini de regarder l'épisode, je me suis dit ah, mais il n'y en a pas d'autres qui sont sortis. Et c'est que en recherchant que j'ai compris que c'était qu'un épisode célébration. Donc c'est lui qui produit. On le voit notamment dans l'épisode avec une des meilleures blagues. C'est exactement ce que j'allais dire. Une des Une meilleures blagues de l'épisode. de l'épisode. Et en invité, en guest star, on a Sabrina Carpenter, Qui la fait- chanteuse, Qui chante beaucoup. qui chante beaucoup et en même temps, je crois que c'est ce qu'on lui demande. Ouais. L'épisode fait 33 minutes. Qu'est-ce que, un avis rapido? Pas grand-chose à... J'ai, je crois, un truc que j'ai vraiment envie de dire. Pour mon avis sur l'épisode, ça arrivera après. D'abord, je voudrais qu'on parle de la voix de Kermit. Ça va pas. Ça va pas du tout. En fait, il faut savoir que, comment il s'appelle, Whitmire, je sais, j'ai plus son blaze. Le mec qui, en fait, quand Jim Henson est mort, qui faisait la voix de Kermit, donc qui est le créateur des Muppets, quand Jim Henson est mort, c'est truc Whitmire qui a repris la voix de Kermit et il le fait très très bien. Disney, il y a 5-6 ans, ils l'ont dégagé, ce mec-là. Pourquoi Eh ben, on sait pas trop, c'est hyper flou. Lui, il s'est beaucoup plaint du fait que c'était hyper injuste et tout. Ouais. Disney explique que c'était un peu une diva. On sait pas vraiment ce qui s'est passé en coulisses. En tout cas, ils ont viré Kermit. Et il fallait retrouver une nouvelle voix à Kermit. Et ils ont engagé un mec qui s'appelle Matt Vogel et qui ne sait pas faire la voix de Kermit. Et alors moi, ça me fait péter un câble depuis qu'ils ont recasté Kermit et j'ai vraiment l'impression que les Muppets sont morts à partir de ce moment-là. D'accord. C'était en fait, pour moi, là, Kermit, il a une voix, quoi. Tu peux pas mettre un mec qui a vraiment la voix d'un truc qui a rien à voir avec Kermit the Frog à la place de Kermit. Et effectivement, ça m'a toujours choqué. Et dès que je regarde une nouvelle production de Muppets, ça me rend vraiment profondément triste. Il y a vraiment un truc de... ça me met un peu dans le mal. Et C'est un peu le gâteau racide chez ton arrière-grand-mère qui a l'air délicieux et tu goûtes Ouais, et c'est et affreux. dégueulasse. Et à chaque fois, ça me fait ça. Donc j'ai vu que enfin les gens commençaient à en parler parce que sur Twitter c'est pas mal excité autour de la nouvelle voix de Kermit ces derniers temps et je fais oh Dieu merci les gens comprennent ma souffrance et faut que j'admette un truc, c'est que en matant ce nouvel épisode, quand Kermit ouvre sa gueule, je fais ah putain c'est toujours pas la bonne voix quoi, mais malgré tout au bout d'un certain temps ça me choque plus tant que ça. Effectivement, il a pas la voix de Kermit, mais Kermit est toujours là quelque part. Et faut pas oublier que toutes les critiques sur le fait que Kermit a complètement changé de voix, donc moi aussi je trouve ça triste, hein. Moi aussi je préférais que ce soit Whitmire qui fasse la voix. Mais en même temps, je pense que Kermit a été casté avec cette voix qui lui ressemble pas parce que les marionnettistes, c'est aussi les mecs qui font la voix. C'est comme ça, c'est la tradition, c'est comme ça qu'on fait. Ils jouent le personnage en entier, de bout en bout. Et pour trouver quelqu'un qui arrive à capturer Kermit, même s'il a pas exactement le bon timbre de voix, eh ben c'est un peu dur. Et ça ne se résume pas que à seulement bien imiter la voix de Kermit. C'est pas aussi simple que ça. Non, il y a la gestuelle, les mouvements du visage. Et notamment. avoir le personnage, quoi, sa sincérité, son Ouais. côté légèrement autoritaire, mais en même temps toujours juste, être C'est débordé aussi. peut-être le Muppet le plus dur à jouer. Non, mais je pense qu'il est super dur à jouer. Et bah, quand je regarde ce special là qui vient de sortir sur Disney+, c'est pas la voix de Kermit, mais ça reste Kermit. Et faut quand même pas sous-estimer le travail incroyable que ça doit être de reprendre déjà l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la pop culture. Et non, il fait pas un travail effroyable, ce Matt Vogel. Il a pas du tout la bonne voix, mais son travail reste tolérable. Je trouve, malgré tout, je m'y habitue, quoi. Mais j'aime toujours pas savoir, en vrai, ça me rend toujours triste. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as été diverti? Est-ce que t'as retrouvé cette petite âme d'enfant, cette petite magie? C'était 33 minutes, donc c'était assez court. Ouais. J'ai bien aimé le côté sketch show qui devait déjà, enfin qui Oui, était c'est là, ça qui est- pardon, non. qui était là déjà
dans les saisons précédentes. Ça m'a fait plaisir. Je trouve que les décors sont sublimes. Je trouve évidemment que tous les Muppets sont absolument magnifiques et La photographie est très belle aussi ouais, d'ailleurs. ouais, et bourré de créativité dans tous les sens. Malgré ça, j'ai soufflé du nez quelques fois. J'ai rigolé sur une ou deux blagues. C'est pas hyper drôle. Mais dans l'ensemble, c'est pas hyper drôle, quoi. Dans l'ensemble, c'est pas hyper drôle. Quand je compare, par exemple, au film de 2011 là, que j'ai vu en même temps, où là, vraiment, il y a des vrais gags où je me dis, putain, c'est trop bien pensé, quoi. C'est marrant. Et même dans l'original, dans le premier Ouais. film, putain, il y a des super idées. Là, je trouve que c'est en sous-régime. C'est en sous-régime et il y a énormément de moyens qui ont été mis pour ce pilote. C'est très beau. C'est très cool d'avoir cette ambiance-là, cette espèce de troupe qui, ensemble, vont essayer de faire revivre le Muppet Show. Et c'est hyper agréable à voir, c'est magnifique, c'est trop cool. Je trouve que caster Sabrina Carpenter, qui va amener des moments musicaux, c'est pas du tout déconnant comme idée. Ouais. La vanne avec cette Rogène, je trouve que c'est la meilleure du show. Malgré tout, j'ai besoin d'en voir plus, quoi. L'autotune sur Kermit, faut quand même qu'on dise un truc parce que les deux précédents acteurs qui jouaient Kermit, à savoir Jim Henson et Steve Whitmire, c'est ça son blast, ça m'est revenu au bout de 27 minutes. Il savait chanter. Matt Vogel, visiblement, il a vraiment beaucoup besoin d'autotune. Hein. C'est un peu catastrophique. Sa voix est pas du tout naturelle quand il chante. Parce que Kermit, il a jamais chanté parfaitement juste. Il y a toujours Rainbow chanté. Connection dans le. Au début, ouais. Mais il y a toujours Rainbow Connection. Il y a aussi Ouais. Moving Right Along, qui sont deux musiques cultes du Ah, premier mais film. moi, ça m'a préféré. Ce morceau-là, c'est Ouais. mon préféré. Et ça m'a fait penser à un truc quand t'as parlé de ce que t'avais pensé du film. C'est que, en fait, moi, ce que j'aime, je crois, c'est pas le Muppet Show, vraiment. Parce que le Muppet Show, il n'y a pas d'histoire. Il y a, ok, ces personnages attachants qui font des blagues, c'est rigolo. Mais moi, ce que j'aime, c'est sentir ces personnages soudés dans l'adversité. Parce que Ouais. je les trouve tous trop mignons dans leur style, tu vois, ces persos. Ouais. Et en fait, les films, faut savoir qu'ils racontent à peu près toujours la même histoire. C'est Kermit qui doit réunir la bande pour refaire le Muppet Show. C'est Ouais. toujours le pitch Oui. de tous les films, plus ou moins. Ou alors Kermit qui doit réunir la bande pour faire quelque chose. Mais face à l'adversité. Mais c'est toujours à peu près le même pitch. Et moi, c'est cette histoire que je trouve extrêmement belle parce qu'en fait, cette histoire, c'est un peu un parallèle avec l'histoire de Jim Henson et la création même du Muppet Show et de toute cette troupe de marionnettistes incroyablement talentueux, incroyablement créatifs. C'est ça qui me touche. Et moi, le premier film me fait un peu chialer à chaque fois que je le mate parce que je vois vraiment en fait l'histoire de Jim Henson et de Frank Oz et de tous ses compères Je te qui ont taperais vraiment bien dans la main. Je Et- suis assez d'accord ah, avec mais ça. oui, c'est ça. Et quand je regarde le Muppet Show, je fais, c'est l'aboutissement de tout ça. Mais en fait, ça me procure pas énormément d'émotions. Et même le film de 2011 a vachement. Ça se termine sur l'ouverture du Muppet Show. Alors, ça se termine sur l'ouverture du Il n'y a pas de Muppet Show après, c'est fini. C'est genre, on n'a plus besoin de faire de Muppet Show derrière. Mais d'ailleurs, si vous voulez regarder l'épisode en mode célébration 50 ans, matez juste avant le film de 2011. Et Parce qu'ils ont enchaînez- supprimé, faut qu'on le dise ça. Ils ont supprimé Walter. Ah oui, ils ont supprimé le personnage principal du Ouais. film de 2011. Mais regardez le film de 2011 et enchaînez direct avec le nouveau Muppet Show. Ça marche plutôt bien, je pense, en termes de Ouais. visionnage. Et je suis d'accord avec toi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est eux qui doivent se retrouver, aller de l'avant. Et c'est en fait tous les coulisses plus que le Muppet Show qui est Ouais. intéressant. Et dans cet épisode du Muppet Show, il y a quand même énormément de passages de coulisses où c'est Kermit qui fait des pieds et des mains pour absolument... enfin, C'est surtout ça. des nageoires. pour que le show se déroule bien. Donc il y a quand même ce petit côté-là qui est agréable, tout le moment où ils discutent dans les loges avec Sabrina Carpenter et que t'as Piggy qui débarque et que lui est écrasé sous la porte. T'as ces petits moments de off qui sont sympas. Malgré tout, effectivement, sur les sketchs en tant que tels, c'est pas exceptionnel. Dans le film de 2011, le truc de fin qui se passe pour sauver justement le théâtre est quand même hyper touchant. Tu vois, par Ouais, exemple. Quand Donc, ils c'est- doivent tous se mettre à faire du ménage, c'est ça c'est pas ça Non, le dernier sketch qu'il doit faire dans le film. C'est quoi le Où dernier c'est sketch Walter qui doit prendre. Ah oui, il doit faire son truc. C'est un peu touchant. Oui, oui. Non, et à la fin du tout premier film Muppet, quand ils chantent tous Rainbow Connection et que tu dois avoir 150 animateurs, C'est qui sont- magnifique. mais c'est magnifique, genre C'est c'est magnifique. incroyable. Genre vraiment premier degré, Ouais. j'ai des frissons. Bah, je l'ai maté hier et à un moment, j'ai dit, mais je vais pas pleurer, Non. mais il y a une. Non, Petite c'est larme qui incroyable. se cache Et au tu fond vois de moi. vraiment toute la putain d'équipe du Muppet Show, de Sesame Street, il y a Big Bird, il y a tout le monde, et ils sont tous là dans un hangar gigantesque avec un gros mouvement de grue avec la caméra qui dézoome. C'est magnifique. Vraiment, regardez ça, je vous jure, c'est les feels à chaque fois.
On pourrait parler des Muppets pendant très longtemps. On va juste terminer en parlant d'un tout petit point sur les Muppets. Parce que les Muppets, en France... C'est Koé. Alors, ça, c'est un autre problème. Koé a voulu faire revivre les Muppets, effectivement, et ça a été une catastrophe à tous les niveaux. Ouais, bah tu vois, tu l'aurais filé à qui, les Muppets? Bigard. Ah oui, évidemment. Moi, je voulais gros zizi de Kermit, là, et ça chie, et un peu de... Non, Sur le clavier, sans de ce corps. Les 5 premières saisons, quand elles ont été importées en France, ça avait quand même eu un succès, mais parce qu'on avait mis à la barre des comédiens de doublage excessivement talentueux. C'était Carrel qui faisait la voix de Kermit, en l'occurrence, mais t'en avais énormément. Je crois qu'il y avait Gérard Hernandez. Et paraît-il que quand ils enregistraient les Muppets en studio, dans l'immeuble, tout le monde s'arrêtait et allait un peu voir les comédiens de doublage doubler le Muppet Show. Très mignon. Il paraît que c'était absolument hilarant et que c'était formidable. Et la génération avant nous, donc la génération de nos parents, Ouais. ils connaissent tous les Muppets et ils ont tous déjà vu les Muppets. Donc ça Mais avait quand malgré même un tout, peu c'est pas marché. très ancré dans la culture française. Voilà. Et en Les vrai, late shows, je crois c'est que pas dans la culture française. Les comédies musicales, c'est pas vraiment non plus dans la culture C'est ça. française. Et donc ce mélange-là, et surtout les gens voient qui. les marionnettes et tout ça, Les gens tout- voient qui sont Kermit et Peggy la cochonne, comme mais elle est notre appelée en génération français. grâce à Internet. Mais non, mais tout le monde voit qui est Kermit, tu vois. Mais C'est la pop culture. Mais c'est la pop culture, mais en fait, personne ne sait vraiment quels sont, en France, hein, je dis, quels sont les traits de caractère de Kermit, tu vois, à quel point il pense aux autres, mais que c'est un peu le petit chef de la bande, Ouais, mais et que... qu'il est un peu trop trouille aussi. Ouais, c'est ça, personne ne... Enfin, Il veut être gentil, mais pour diriger une troupe, bah, faut avoir de la poigne aussi un peu parfois. Woody, Kermit. Non, c'est jamais de la vie. Il est plus mignon que Woody. Ouais, mais ils ont un peu le même rôle, hein. Ah, ils ont un peu le même rôle, mais Kermit est plus tendre. Ouais, que ouais, Woody. ouais, il veut vraiment pas blesser Kermit, quitte à mettre tout le monde dans la merde, Ouais, il ouais. va pas dire les Il choses, veut pas être etc. méchant. Mais je trouverais... Alors, juste pour faire mon petit VF 3 secondes, sur les Muppets, je trouve ça vraiment dommage de mater ça en VF. Je pense que le travail complet de l'animateur qui se cache derrière la marionnette, et qui se cache même derrière plusieurs marionnettes, parce qu'ils font tous plusieurs Oui, personnages, sachez que, si vous n'avez pas l'info, mais c'est quand même... si vous l'avez pas, vous allez péter votre crâne, la personne qui fait la voix de Miss Piggy, Peggy la cochonne, c'est la personne qui fait Yoda, qui fait la marionnette Yoda et qui fait la voix de Yoda. Donc c'est Frank Oz qui a réalisé plus tard des films Muppets et qui a réalisé plus tard des films incroyables comme La Petite Boutique des Horreurs. Tout ça pour dire que en fait, quand on regarde un film Muppet ou Dark Crystal ou ou par exemple La Petite Boutique des Horreurs et tout, les On gens qui recommande font chaudement. qu'on recommande vraiment très chaudement, les gens qui font les marionnettes, qui font ce travail d'acting avec les mains et avec et qui font bouger ces petits personnages qui sont vraiment vivants sous nos yeux. Hein. Quand tu regardes un truc Muppet, t'as vraiment pas l'impression de regarder des marionnettes, tu vois juste des tu personnages. vois des persos et c'est génial. C'est les mecs qui sont derrière ça, ils font aussi la voix, ils font aussi le chant, ils ont aussi créé pour la plupart les marionnettes, c'est eux qui leur ont insufflé de la vie, de la personnalité. Donc couper leur voix, je trouve ça un peu difficile, sachant que c'est une partie tellement une performance importante. complète. Ouais, c'est vraiment une performance complète. Et c'est une performance qui est tellement originale, qui est tellement spéciale. C'est pas juste un acteur devant une caméra. Il y a tellement de choses. Il y a de la créativité, de comment, du look du personnage, de son comportement, de ses traits de personnalité, et aussi de la manière dont il va se mouvoir, dont il va se comporter, de sa voix, de la manière dont il chante et tout. Je sais pas. Je trouve ça vraiment dommage de se priver de la VO pour tout ce qui touche au Muppet. Regardez les films Muppet, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. je pense qu'on a fait le tour. On a fait très long sur un truc de 30 minutes. Ouais, quand même. mais si on pouvait parler des Muppets toute la journée, on le ferait. Moi, mon rêve, si je devais avoir un guest star ici, ce serait Kermit. ce serait incroyable. Et Ah en ouais, plus, non, mais vraiment. en plus, si je devais il avoir faudrait un invité. tu sais, genre les Muppets, ils ont pas le droit de dire que c'est des marionnettes. Et du coup, on aurait vraiment juste Kermit. On n'aurait pas l'animateur Ah, qui mais joue non, Kermit. non, moi je veux Kermit. On aurait Kermit. Et aucun Muppet n'a le droit d'officialiser le fait que c'est une marionnette et qu'il est contrôlé par un mec qui se trouve juste en dessous de la table. Non, tu vois. c'est des Muppets, C'est des mais Muppets. les Muppets ne sont pas des marionnettes, c'est Et, des et Muppets. la seule fois, je crois, où ils ont reconnu que effectivement il y avait quelqu'un sous le bureau depuis tout ce temps, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce mec? C'était au moment de la mort de Jim Henson en live à la télé. Ils ont fait mais si, je crois, je me souviens de ce mec, Jim Henson, ça me dit un truc. Il était pas un peu en dessous de nous, etc. Donc c'est la seule fois de l'histoire des Ouais. Muppets où ils ont reconnu que c'était un peu des marionnettes. Voilà, c'est notre amour du Muppet show, Désolé, on a des autisté Muppets. pendant 15 Et, minutes. et mais- on conseille très fortement des films comme La Petite Boutique des Horreurs. Dark Crystal à fond. Dark Crystal, c'est, et je suis sûr que tous les
les auditeurs de cette émission vont capter le truc dont je vais parler, c'est que c'est un film que j'ai croisé à la télé et j'ai trouvé ça trop bizarre, genre en mode il y avait des marionnettes bizarres qui tombaient dans un trou, j'ai fait c'est quoi cette horreur, et tu sais, après t'as sorti Marquis. oui, après j'ai sorti Marquis. Mais c'est le genre de souvenir qui te reste en tête pendant 10 ans où tu dis mais sur quoi j'ai zappé, c'était quoi ce film trop bizarre, et un jour tu regardes le film en question, tu fais putain, ça vient d'élucider un mystère de 15 ans de ma vie. Il est temps de passer au dernier film de la sélection de la semaine. Alors, on n'a pas vu Hurlevent. Oui, Wuthering Heights qu'on devait voir, mais flemme en fait. Écoutez, on a peut-être trouvé mieux. Parce qu'on pourra pas savoir, de toute façon, on l'a pas vu. Mais dites-nous en commentaire si c'est bien Hurlevent. On va parler d'une des attentes que j'avais de l'année, à savoir Send Help de Sam Raimi. Vous avez tenté d'envoyer un signal de détresse? Ou faire un feu plus gros? Vous sortir de là? Ça devrait être ça votre priorité. Pas de jouer à la dinette devant un feu de camp. Vous vous rendez compte que vous seriez mort en fait? Ouais, et comment ça se serait fini pour vous? Vous voulez partir à la chasse aux sangliers? Linda de la comptabilité. Du service stratégie et planification pour être exact. Vous savez chasser? Send Help de Sam Raimi. Sam Raimi, du coup, vous le connaissez évidemment pour Evil Dead 2. Enfin, même Evil Dead 2 sorti en 87. Le premier Evil Dead, je crois que c'est 81 ou 82. C'est ça. C'est ça. ces dates-là. Et surtout, pour la majorité d'entre vous, de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Voilà, je veux dire, ce mec-là... Je crois qu'on dit Tobey Maguire. de Tobey Maguire. Tobey. Tobey? C'est EY, ça se prononce E en fait. C'est pas Tobey? Si, c'est ça, mais ça c'est à l'américaine. Bah, par exemple, on dit la marque Obey. Ouais. C'est peut-être Tobey? Ouais, exactement. Bon, moi j'adore ce type, Sam Raimi, c'est un super réal. Il a pas fait que des classiques. Faut pas lui jeter sur la gueule qu'il a fait Doctor Strange 2. Non, il a pas fait Doctor Il a Strange 2. touché un superbe chèque pour deux. Je suis pas fan de son magicien d'Oz non plus. Non, qui Même l'est s'il y a ton d'ailleurs. acteur préféré dedans. Non, pas du tout. Qui est fan du Magicien d'Oz de Sam Raimi, de Le Monde Fantastique d'Oz? Ouais, Absolument non, personne. j'ai pas été conquis. Send Help, est-ce que c'est un renouveau ou un échec? Est-ce que c'est enfin le moment où Sam Raimi revient au cinéma, quoi? Parce que là, il nous a manqué. Ça faisait 9 ans depuis Drag Me to Hell qu'il n'était pas revenu à la réal avec un vrai film, quoi. Pas C'est une ça. marvellerie. Et en termes de série, il avait continué avec ses Evil Dead, Ouais, mais qui était sympa, hein, Ouais, mais il ouais. était plus producteur, je sais même pas s'il est showrunner. Il a dû réaliser 1 ou 2 épisodes, je crois. Tom, qu'est-ce que t'en as... Déjà, je te fais un pitch bref de Send Help. Pitch-moi le film. Ce qui se passe dans Send Help, c'est que Rachel McAdams, elle est quand même un peu awkward, mais son nouveau boss, il est quand même un peu un connard. Les deux vont se retrouver dans une île déserte et ils vont devoir survivre. Ouais, c'est plutôt bien dit. Franchement, nickel. J'espère avoir donné les informations les plus importantes. Qu'est-ce que t'as pensé de ce Send Help de Sam Raimi? Écoute, moi, si tu veux, j'y allais, la fleur au fusil, en me disant, ça va être sympa. Mais je m'attendais pas à autant m'éclater. Très sincèrement, ça faisait longtemps que j'étais là. Je me dis, putain, ça y est, Sam Raimi, il est revenu, quoi. Sam Raimi, is back. Tu vois qu'il a utilisé tous ses précédents films pour faire ce film-là. Je veux dire, quand je vois cette meuf un peu awkward, bizarre, avec tout le monde qui la regarde et qui dit chelou quand même, je sens que tu t'avais déjà bossé le truc sur Peter Parker. Quand tu fais de l'horreur, je sens tes inspirations Evil Dead 2. Il a utilisé tous ces films qu'il a réussi à mettre dans ce film-là, mais parce qu'il a une carrière quand même avant ça. Donc il a réussi à exploiter toutes ces gimmicks de réalisation, tu les retrouves toutes, et il arrive quand même à se réinventer. Il y a plein de plans, il y a plein d'idées visuelles. Alors oui, tu reconnais sa patte, mais il arrive à se réinventer. C'est hyper agréable. On est quand même... Alors, Rachel McAdams, je savais que c'était une bonne actrice. Dylan O'Brien, je le connaissais pas trop en fait. Attends, quoi, t'as pas vu le Labyrinthe, Si, Labyrinthe oui, j'ai 2, vu le Labyrinthe, le mais- Labyrinthe 3? Mais non, ça m'avait suffi le 1. Le 1 m'avait suffi le 1. Pareil, j'ai pas du tout vu les suites, c'est nul. Mais je le connaissais pas très bien. Je sais qu'il a été dans une série qui était Teen Wolf, je crois. Mais j'ai jamais regardé. Teen Wolf, qui est une adaptation du film avec Michael J. Fox. Hein. Ouais, qui est pas un bon film. C'est sympa. Oh, Michael on J. l'a Fox revu qui fait ensemble. du basket en Oui, loup-garou. c'est rigolo, mais c'est pas un excellent film. Ouais, t'as pas vu Teen Wolf 2, toi? Non, j'ai pas vu. Je crois que c'est horrible. Et alors, ce duo-là, putain, c'est exceptionnel, quoi. Les deux, alors, Rachel McAdams, effectivement, c'est la personnage principale. Elle est exceptionnelle dans le film. Mais Dylan O'Brien, putain, il
très très bon, quoi. Il y a des vraies scènes avec lui, hyper comiques. Il fait que gémir dans le film. Il fait que gémir dans le film, c'est très très drôle. Et il y a une scène, tu vois, où il est tout seul à un moment sur l'île, et le temps passe, et le temps passe. Et là, il y a de la mise en scène un Là, peu il y a de la rigolote. mise en scène etc. un peu rigolote. On peut quand même mentionner le fait qu'il n'y a pas de la mise en scène tout le temps, peut-être. Il y a un petit creux à un moment dans le film où, tu t'emmerdes un peu plus. Alors, on est quand même des fois sur du bon chant contre chant bien facile. Mais c'est quand même super jusqu'au boutiste, c'est hyper viscéral. T'as des scènes, je pense à la scène des coucougnettes. Oh putain, elle est bien cette scène, quoi. Et il y a plein de scènes qui Tu sont sens vachement vraiment bien. la salle retenir son souffle à ce moment-là. C'est fort. Tu sens vraiment, il n'y a plus personne qui a envie de rigoler. Je trouve le film hyper drôle. Il y a un point que j'aime pas trop, c'est les effets numériques que je trouve un peu cracra par moment quand même. On a un animal numérique qui est pas très beau. qui est laid, qui est extrêmement laid. Qui est pas très très beau. Vous voyez les loups dans Twilight? Voilà. On n'est pas loin. À la sortie de la séance, et même à la fin du film, donc il y a une confrontation, j'en dirai pas plus, et je me suis dit, putain, en fait, c'est la guerre des roses sur une île déserte. À savoir que l'année dernière est sorti un remake de la guerre des roses qui était pas bien, alors que j'en attendais beaucoup, putain. C'était mid moins. Ah ouais, mais il y a des super acteurs, quoi. Il y avait un duo C'est d'acteurs le film incroyable. préféré de Durandal de l'année. Non. Je te jure que c'est vrai. The Roses. Ouais, la guerre des roses. Vous n'avez pas vu la guerre des roses, alors. C'est pas possible. Mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est un film de plateforme incroyablement mis. Je serais curieux d'avoir son avis. J'ai regardé ce qu'il a dit. Mais là, s'il devait y avoir un remake, un bon remake de la guerre des roses aujourd'hui, mais ce serait ce film-là, quoi. En fait, Ça lui est forcément passé par la tête. je trouve que c'est marrant que tu dis ça parce que, alors, il faudrait que je revoie le film et que j'y réfléchisse un peu plus, mais j'ai vraiment l'impression que le film est une parodie de comédie romantique. Ça en reprend les codes, ça en reprend la structure, ça reprend le truc de tel personnage va mentir à un moment, ils vont devoir céder, etc. Pour au final aboutir à un final qui est, j'ai dit 2 fois final, mais on s'en fout, qui est extrêmement pessimiste et j'ai l'impression que Sam Raimi nous dit peut-être quelque chose sur le couple. Je sais pas s'il a vécu un divorce, Sam Raimi, récemment, mais ce serait extrêmement logique si ça avait été le cas. C'est comme De Vito sur la C'est guerre ça. des roses. J'ai l'impression qu'il nous dit Il avait un texte là-dessus. Pourtant, il n'y a pas de relation à proprement parler amoureuse entre les deux personnages, mais on va quand même lire des choses à travers la structure du film qui vont vraiment faire penser à de la comédie romantique. Et il y a toute une scène, une confrontation finale, un moment de confrontation finale. Tu vois vraiment un dialogue de fin entre les deux qui va vraiment faire penser à la scène de l'aéroport dans n'importe quelle comédie romantique d'une certaine manière. Et je sais pas, c'est à mon avis une lecture à creuser. C'est une comédie noire, comme La Guerre des Roses est une comédie full humour noir et où tu vas expier tout ce que t'as si effectivement t'as eu un divorce ou quoi, tu mets tout là-dedans. Et du coup, toi, t'es très content de ce visionnage. T'as retrouvé le Sam Raimi des grands jours. Bah, grave. Je veux dire, en vrai, arrivé à jongler autant dans un mélange de genres sur de la comédie et de l'horreur, c'était pas gagné. Et surtout que, effectivement, Sam Raimi, ça faisait un moment que je l'avais pas vu à la réal sur un truc où je me suis dit, ah putain, t'arrives à me choquer, à me prendre par la main et à m'emmener dans ton récit comme ça. Et là, c'était, j'ai eu un visionnage extrêmement agréable et ça m'a séduit. Il y avait quelques trucs téléphonés que j'ai vus venir. Mais malgré tout, dans l'ensemble, il y a plein de choses qui m'ont surpris pendant mon visionnage. Mais qu'est-ce que toi, t'en penses du coup? Il y a un truc intéressant à noter à propos du film, c'est que le film devait à la base être produit par Sony, qui l'envisageait comme un film de plateforme. Et Sam Raimi voulait vraiment une sortie au cinéma, et donc il allait voir Fox. Enfin, Fox, non, 20th Century Studio. D'ailleurs, Rien à voir. mini parenthèse sur 20th Century Studio, on a un logo à l'ancienne au tout début du film qui est incroyablement mal animé. C'est fou, les gens ne maîtrisent pas After Effects. J'ai vu des petits trucs de motion designer j'ai vu. qui C'est déconnent. vrai, j'avais complètement zappé. On est d'accord, il est pas beau le faux logo à l'ancienne. Ouais. Il y a des petites erreurs. C'est un peu. Mais pourquoi d'ailleurs? De quoi? Pourquoi ce logo-là? Ça n'a aucun sens. Parce que. Surtout qu'il y a le nom 20th Century Studio qui n'était pas le nom du logo à l'ancienne, donc je vois pas je vois pas Mais l'intérêt. non, mais là, c'est juste un gif en plus. Ouais, mais il y a vraiment des erreurs d'animation dans les lampes là qui éclairent le ciel. Ouais. Bref, ça n'a aucun intérêt comme digression, mais il est allé voir Fox pour faire ce film et le sortir au cinéma. Malgré tout, je vois un petit peu du film de plateforme là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de chants contre chants, comme je disais tout à l'heure. On est quand même sur un truc qui est pas tout le temps rempli de mise en scène incroyablement ingénieuse. Tu trouves pas qu'il y en a quand même? Si, bien sûr qu'il y en a. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui sont même un peu du cliché de Sam Raimi, je trouve. Mais il y a quand même beaucoup de chants contre chants. Je trouve qu'on est aussi sur un scénario qui fait énormément d'allers-retours. Et donc,
ça avec la platitude de la mise en scène à certains moments m'emmerde un peu. J'ai un peu l'impression que tout ça aurait peut-être pu être un peu plus condensé. Ouais, voilà. Ouais, bah il y a un moment de creux quand même Bah, après une certaine étape. Il y a 2-3 moments où tu fais le scénario rame là et pour aucune raison, ou alors on fait des allers-retours, c'est genre ils sont copains, ils sont plus copains, et c'est tout ça aurait pu être vraiment condensé effectivement. Donc le côté film de plateforme, je le vois un peu aussi dans l'éclairage pleine balle, le fait que la lumière ait pas vraiment de personnalité. Par contre, j'ai été très content, ça je l'ai pas noté dans mes notes mais ça me revient à l'esprit, voir une scène de crash réalisée par Sam Raimi, mon dieu que en fait j'avais besoin de ça dans ma vie et je suis trop content de l'avoir vu au cinéma. Je disais quand même qu'il y avait beaucoup de moments champ contre champ, malgré tout quand il y a de la mise en scène, il y a énormément de personnalité dans la mise en scène et ça me fait plaisir à voir sur un grand écran de cinéma, notamment produit par Disney et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis content aussi de la caractérisation des personnages. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas un gentil et une méchante. C'est plus, on va construire 2 personnages complets et on va les foutre dans un mixeur et voir ce qui se passe, tu vois. Ouais, et c'est-à-dire qu'au début du film, l'introduction, donc qui n'est pas sur l'île déserte, ils sont très caricaturaux, les deux. Ouais. Ils sont très Mais caricaturaux. on sait que c'est parce que le scénario va se concentrer uniquement sur leur dynamique à eux deux et il faut que ça clash. Mais en fait, il fait du caricatural pour mieux le démonter après. C'est-à-dire, je te place les personnages et tout, je te fais une scène d'ouverture pour que tu comprennes bien l'intrigue. Et ensuite, je m'amuse vraiment, effectivement, comme tu dis, à foutre tout ça dans un mixeur avec des situations compliquées et voir ce que ça peut donner. Donc, ça marche très très bien aussi, ce système-là. Et j'aime bien cette mise en danger des 2 comédiens principaux, puisque tous les deux, à un moment du film, ils vont être vraiment montrés sous leur pire jour possible. Ah ouais, grave. Il y en a, enfin, Rachel McAdams et le mec du labyrinthe, j'ai plus son blaze. Dylan O'Brien. Ouais. Les deux, à un moment du film, vont être vraiment laids. Et c'est rigolo à voir, quoi, de voir ces 2 comédiens extrêmement beaux se mettre en danger comme ça sur leur image. Mais d'ailleurs, c'est rigolo, j'avais complètement zappé ce truc-là, mais j'avais bien aimé aussi un truc que Rémi a fait pour le film, c'est qu'au début, Rachel McAdams, c'est quand même une belle femme, tu vois, et au début, il la grime un peu et elle est très, tu vois, genre cheveux gras, et mal maquillée, avec un gros pull et tout ça. Et on comprend que du coup, elle est fan de survie et machin, et elle a plein de bouquins, et elle se renseigne là-dessus, et elle veut même participer à un Koh-Lanta version week-end. Et en fait, à partir du moment où elle est sur l'île, elle est dans son élément naturel. Alors que le bureau, en fait, c'était pas du tout l'élément qui lui convenait. C'est le parallèle entre les 2 personnages. C'est ça. Et là, elle devient... voilà, là, il la grime plus, et elle devient... elle devient trop belle, en vrai. Elle devient trop belle, oui. Ouais. Et du coup, elle devient trop belle à partir du moment où elle est sur l'île, alors que l'autre ne fait que s'en les dire. Ouais. C'est assez marrant, c'est un petit truc visuel qui marche bien. Je trouve le film très fun, c'est vraiment un bon film à voir en salle de cinéma pour le coup. J'ai vraiment senti cette ambiance chaleureuse de tout le monde qui rigole, tout le monde qui fait qui se cache les yeux quand c'est crado. C'est agréable de fou. C'est très agréable. Il y a cette expérience de salle est vraiment très cool. Malgré tout, je trouve pas le film génial, mais je suis quand même content de retrouver Sam Raimi au cinéma. Tu vois, pour parler en termes Letterboxd, je savais pas si je lui mettais un 3, qui est la note qui veut dire ok, tolérable, et un 3,5 qui veut dire bien. Le film est bien. Putain, c'est vraiment sur un 0,5. Tu vois, c'est pour ça que je note pas les films. Oui, mais pour moi, dans ma tête, le 3, c'est moyen et le 3,5, c'est bien. Et donc, j'étais entre moyen et bien. Voilà, moi, je note pas les films. Avis. Si vous nous suivez sur Letterboxd, Nico note les films. Moi, je mets juste des cœurs quand j'ai aimé. Donc voilà, si vous voulez un petit peu voir ça. les deux, moi, les deux Nicolas avis. Delage et toi, c'est Tom GRSSN. Putain, à chaque fois. Hein. Tom _ GRSSN. Non, c'est pas sur celui-là. Tom GRSSN. Je crois que c'est ça. Tom GRSSN. GRSSN, ouais. Nico, c'est déjà la fin de cette émission. C'est déjà la fin. On a bien enregistré quand même. On avait plein de trucs à dire. Ouais. Mais je suis content. On se retrouve la semaine prochaine pour Marty Supreme. Ouais, qu'on a vu il y a un mois déjà. Ouais. Non, pas tant. J'ai envie de... Ok, ouais, laisse-moi un peu kiffer. Là, Ça fait bien 6 mois qu'on l'a vu et c'est bon, on l'a digéré. Ouais, là, on l'avait vu... Bon, on était sur le tournage. Ouais, pour être tout à fait honnête, on a été invité par... En fait, moi j'ai trop le... Tim, on l'appelle Tim. Ouais, mais moi j'ai trop le seum parce qu'en fait... Tim t'avait spoilé le film. Non, c'est pas ça, c'est que je joue dans le film. C'est moi le joueur de ping-pong. Ah ouais. Et en fait... Je sais pas pourquoi. Est-ce que Tim il a mis un budget et tout et ils ont deepfake Wham. L'intégralité du film. Ils m'ont deepfake Wham et ils ont mis Timothée à la place. C'est hyper blessant. Bah, je l'ai pas hyper bien. Tu veux en parler Bah, après, lui est super, tu vois, dans la version finale qu'on a vue, mais il m'a deepfaké quand même. Il faut quand même savoir que c'est un deepfake pendant tout le film, donc c'est un peu. C'est Wham. Après, sur les performances ping-pong, c'est moi.
C'est Ah juste ouais, le visage de Ils Timothée t'ont gardé Chalamet. au générique ou ils t'ont coupé? Je sais, bah faudrait regarder. Bah peut-être. Ah non, si, ils ont deepfake le générique. Putain, les bâtards. Tu peux voir normalement sur le nom de Timothée Chalamet, il y a un flou derrière où il y avait mon nom de base. Putain. Qui les enculés? Non mais vraiment quoi, qui fait ça? On se retrouve donc la semaine prochaine pour notamment Marty Suprême et d'autres films. N'hésitez pas à, comme on l'a dit en début d'émission, nous suivre sur toutes les plateformes Ouais. de podcast, c'est très important pour nous, ça fait chaud au cœur à chaque fois, ça fait un petit peu plus chaud au cœur. C'est vrai. Et Si puis vous voulez- envoyez-nous des petits messages. Vous pouvez aussi nous envoyer des vocaux. On le rappelle. Ou vous réécoutez le début de l'émission. Merde. Enfin, voilà, on a tout dit quand même, on en a fait du call to action. On vous fait des bisous À la et on semaine se prochaine. retrouve la semaine pro. Vous êtes complètement tapés ou quoi?